Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Anna. J'avais 5 ans quand mes parents sont morts, dans un incendie. Cette nuit-là, tout a changé. Je n'ai pas seulement perdu ma maison, j'ai perdu l'amour, le réconfort et les bras qui me serraient fort. Après les funérailles, on m'a envoyé vivre chez ma tante. Elle ne me voulait pas vraiment, mais elle a dit qu'elle n'avait pas le choix. Elle avait déjà 3 enfants. J'étais juste une bouche de plus à nourrir, une ombre de plus dans sa maison. Elle m'a donné le grenier. Il était froid, sombre et vide. Pas de fenêtre, pas de chauffage, juste un vieux matelas mince posé par terre. La nuit, les escaliers grinçaient, le vent passait par les fissures et je pleurais jusqu'à m'endormir. Ces enfants avaient des lits chauds, des vestes, des jouets et de la nourriture sucrée. Moi, j'avais la poussière, le silence et de vieux vêtements trop grands. Ils disaient que je n'étais pas vraiment de la famille. J'essayais d'aider. Je nettoyais le sol, je pliais les vêtements en espérant qu'ils m'aimeraient. Mais ils riaient quand je travaillais. Ils cachaient mes chaussures, se moquaient de mes habits, et un jour, ils ont même fermé la porte à clé quand je suis rentrée tard de l'école. Personne ne me demandait si j'avais faim. Personne ne se souciait si j'avais froid ou si j'étais fatiguée. Ils voulaient juste que je reste à l'écart. Alors, je suis restée silencieuse. J'ai gardé tout pour moi. Je lisais tout ce que je trouvais, de vieux journaux, des livres déchirés, même des magazines sortis de la poubelle. Je n'avais pas de jouets, mais j'avais la curiosité. Je rêvais de devenir médecin. Je voulais aider les gens à se sentir mieux. À l'école, je m'asseyais devant, je levais la main et je souriais quand les professeurs me remarquaient. Les autres filles avaient des boîtes à déjeuner et des chaussures neuves. Moi, j'avais du pain sec emballé dans du papier. Mais je ne me plaignais jamais. Un hiver, je suis tombée très malade. Je suis restée au lit pendant 3 jours. Personne ne m'a apporté de soupe. Personne n'est venu voir comment j'allais. Je me suis enroulée dans de vieilles couvertures et je me racontais les histoires que ma mère me racontait. Je me souvenais de sa voix, de son sourire, de la façon dont elle me disait que j'étais courageuse. Ce souvenir est devenu ma lumière. Il me donnait de la force dans l'obscurité. Quand j'avais 12 ans, j'ai participé à la foire scientifique de l'école. J'ai fabriqué un modèle de cœur humain en carton. J'ai gagné le premier prix.
Personne de chez moi n'est venu, mais ma professeure, si. Elle avait les larmes aux yeux et m'a dit « Tu vas aider des gens un jour ». J'ai gardé ces mots comme un trésor. Personne chez moi ne me félicitait et sa croyance en moi ressemblait à un cadeau. Mes cousins ont levé les yeux au ciel. Ils s'en fichaient. Mais moi, j'ai continué à construire, à apprendre, à rêver. Quand j'ai eu 14 ans, j'ai trouvé un petit travail, le week-end à la bibliothèque. Pas pour l'argent, pour les livres. Je lisais sur le corps humain, sur les médecins et sur la façon dont ils aident les gens à guérir. La bibliothécaire, Madame Clark, m'a remarqué. Elle gardait de vieux livres de médecine dans une boîte, rien que pour moi. La nuit, je lisais sous ma couverture avec une lampe de poche. Mon cœur battait fort à chaque page. Chaque matin, je me levais tôt, je pliais ma couverture, je nettoyais mon grenier et je partais à l'école. Je portais mes livres dans un sac en plastique. Parfois, il pleuvait, mais je ne manquais jamais un cours. Même avec de la fièvre. Je m'asseyais devant, je prenais des notes, je posais des questions. Certains élèves riaient, je ne m'arrêtais pas. Mes cousins séchaient les cours, sortaient tard, se bagarraient. Ils rentraient à la maison en criant, ils m'insultaient. Ma tante ne disait rien. Elle disait juste « ce sont des enfants ». Mais quand quelque chose allait mal, elle me blâmait. Elle ne m'a jamais demandé mes notes. Jamais demandé ce que je voulais faire dans la vie. Elle me disait juste de faire plus de corvées. Et pourtant, je n'ai pas abandonné. J'étudiais, même quand j'étais épuisée. Même quand je me sentais seule. Madame Clark me donnait plus de livres. Elle m'aidait à m'exprimer. Elle me racontait des histoires vraies sur de vrais médecins. Elle disait que j'avais quelque chose de spécial. Pas seulement un esprit brillant, mais un cœur gentil. Elle m'a dit de le protéger de la colère. Ces mots m'ont donné de l'espoir. Ils m'ont fait croire que peut-être ma vie pouvait devenir quelque chose de beau. Au lycée, j'ai travaillé dur. J'ai gagné des prix, écrit des rapports, rejoint le club de sciences et reçu des médailles, mais personne à la maison ne l'a remarqué. Les murs du grenier étaient pleins de certificats, mais en bas, on ne prononçait jamais mon nom. J'ai postulé pour un programme d'été dans un centre médical et après un entretien, ils m'ont accepté. C'était la première fois que j'entrais dans un vrai hôpital. J'ai vu des patients, observé des médecins et j'ai tellement appris. Au début, je nettoyais les sols, j'apportais du café aux infirmières et j'aidais pour les petites tâches.
Je ne me suis jamais plainte. Une des médecins a commencé à m'observer discrètement. Avec le temps, elle m'a donné des livres, m'a posé des questions et m'a enseigné des choses sur la médecine et sur la vie. Elle m'a dit « Être médecin, ce n'est pas seulement être intelligent. C'est aussi savoir écouter, être patient et comprendre la douleur des gens. » J'ai écrit ces mots dans mon carnet. Je les relisais chaque soir comme une promesse. Quand j'ai eu 17 ans, j'ai reçu une bourse complète pour une grande université. Je me souviens avoir tenu la lettre dans mes mains, être allé dans la cuisine et l'avoir montrée à ma tante. Elle l'a regardée puis a dit « Les médecins ont besoin d'argent. Nous, on n'en a pas, alors ne rêve pas trop. » J'ai souri doucement. Je suis remontée dans le grenier et j'ai fait mon sac avec une joie silencieuse et un espoir fort. Madame Clark, la gentille bibliothécaire, m'a conduite en ville. Elle m'a aidée à m'installer dans ma nouvelle chambre universitaire. À la grille, elle m'a serré fort dans ses bras comme une mère et elle a dit « Va changer le monde, Anna. Montre-leur ce qu'est la vraie force. » J'ai gardé ces mots au fond de mon cœur comme un bouclier. Je savais que le chemin ne serait pas facile. Mais j'étais prête à travailler, à lutter, à transformer ma douleur en quelque chose de bon. À la fac, j'ai étudié avec acharnement. J'ai pris des cours supplémentaires, travaillé de longues heures et aidé dans des cliniques gratuites le week-end. J'ai rencontré des gens de partout. Certains riches, d'autres pauvres, chacun avec son histoire. J'écoutais attentivement. Je n'apprenais pas seulement la science, j'apprenais la vie. Et je n'ai jamais oublié le grenier. Jamais oublié le silence, les nuits froides, le sentiment de ne pas être désiré. Mes cousins ont abandonné l'école, un par un. Certains ont eu des ennuis. Ils accusaient le monde pour leur choix. Je ne me sentais pas meilleure qu'eux, je ne riais pas. Je restais concentrée et silencieuse, suivant mon propre chemin. À 22 ans, j'ai terminé plus tôt, diplômée avec mention. Je me suis tenue sur la scène pendant que des inconnus applaudissaient pour moi. Ma tante n'est pas venue, mais Madame Clark si. Ses yeux étaient remplis de larmes, et cela valait plus que n'importe quel mot. Mes mains tremblaient en marchant sur la scène, mais mon cœur était plein. Ils ont appelé mon nom et m'ont donné une médaille. À cet instant, j'ai pensé à mes parents. J'espérais qu'ils étaient fiers. La fille du grenier était maintenant médecin. Pas grâce à la chance, mais parce qu'elle n'avait jamais abandonné. Et ce n'était que le début. Un nouveau chapitre lumineux s'ouvrait.
Mes premiers jours à l'hôpital furent difficiles. J'étais nerveuse et discrète. Les autres nouveaux étudiants étaient rapides et sûrs d'eux. Ils parlaient vite, comme s'ils avaient toujours été à leur place. Moi, je ne parlais pas beaucoup, j'observais, j'apprenais comment ils bougeaient, comment ils travaillaient. J'écrivais tout. Même les petits détails, comme la façon dont les infirmières souriaient pour apaiser la douleur. Les médecins nous montraient comment écouter, comment poser les bonnes questions, comment utiliser nos mains avec douceur, mais aussi avec précision. Je m'entraînais encore et encore sur des bras en plastique jusqu'à ce que je réussisse. Chaque soir, je parlais devant le miroir, comme si je parlais à de vrais patients. Un jour, une patiente a prononcé mon nom. Sa voix était fatiguée, mais ses yeux étaient doux. Elle m'a demandé si je voulais m'asseoir. Elle m'a raconté des histoires de sa vie. Elle a dit que plus personne ne venait la voir. Alors je suis restée un peu plus longtemps ce soir-là, juste pour l'écouter, juste pour être là. Les infirmières m'ont vu faire cela plusieurs fois. Un jour, l'une d'elles m'a souri et a dit « Merci ». Je ne savais pas pourquoi, mais ces mots m'ont profondément touchée. Ils m'ont rappelé ma vie d'avant. Ce temps où un simple sourire pouvait réchauffer une nuit glacée. Où un mot gentil pouvait changer toute une journée. C'est là que j'ai vraiment compris. Être médecin, ce n'est pas seulement guérir des corps. C'est être humain, être présent, être gentil, même dans le silence. J'ai commencé à diriger les tournées des étudiants très tôt. J'aidais à prendre des notes, à expliquer des cas médicaux et à rester organisée. Certains étudiants me demandaient comment quelqu'un comme moi pouvait être aussi bonne, aussi vite. Je ne disais pas grand-chose. Je souriais simplement et je répondais « J'aime apprendre, j'aime aider ». Mais la vérité était plus profonde. Elle venait d'années, de douleurs silencieuses et de forces silencieuses. Après 1 an, j'ai reçu un petit prix pour ma bienveillance et ma patience. Ce n'était pas grand-chose, mais ça comptait énormément. Parce qu'il venait des patients. Ils disaient que je leur faisais sentir en sécurité, que je les voyais comme des personnes, pas juste comme des maladies. Ce soir-là, j'ai pleuré dans ma chambre en tenant le papier comme de l'or. Dehors, la vie allait vite, fête, carrière, ambition bruyante. Moi, j'allais lentement mais sûrement. Je restais concentrée, je n'ai jamais arrêté. J'ai passé de nombreuses nuits aux urgences à apprendre comment agir vite quand chaque seconde compte. J'ai vu la vraie douleur chaque jour. Cela m'a formée bien plus que n'importe quel livre.
Certaines nuits, je rentrais à pied, dans des rues sombres et calmes, la tête pleine de pensées. Je pensais à mes cousins. Comment ils se moquaient de moi, comment ils me traitaient de faible. Aujourd'hui, ils m'écrivaient parfois pour demander de l'aide, des conseils, tout ce que je pouvais offrir. J'aidais quand je le pouvais, mais je n'oubliais jamais le grenier. Les années ont passé. J'ai terminé l'école de médecine, première de ma promotion. J'ai été choisie pour un grand hôpital. Maintenant, on m'appelait Docteur Anna. Certains demandaient même à travailler à mes côtés. Mais je ne laissais pas cela me changer. Je continuais à nettoyer mon espace. Je disais toujours merci. Je me souvenais que l'orgueil peut être dangereux, mais que la gentillesse te garde toujours forte. Ma première vraie opération est un souvenir que je n'oublierai jamais. Mes mains tremblaient, mes yeux restaient clairs. Ce jour-là, j'ai pensé à ma mère. Comment elle frottait le sol juste pour me nourrir. J'aurais voulu qu'elle me voie, tenant des instruments, sauvant des vies, vivant son rêve. Elle m'a toujours dit que je ferais quelque chose de grand. Et maintenant, à chaque respiration, je la rendais fière. Plus tard, lors d'un événement de santé en ville, j'ai donné une conférence. J'ai partagé mon histoire. Des gens sont venus me remercier. Une femme a pleuré et a dit que son fils avait abandonné. Mais maintenant, après m'avoir écouté, il voulait retourner à l'école. J'ai ressenti quelque chose de profond, comme si ma douleur était enfin devenue quelque chose de bon. J'ai commencé à travailler dans de petits villages, des endroits où peu de médecins allaient. J'ai ouvert des cliniques, formé de jeunes étudiants et offert des soins gratuits. Les enfants là-bas me rappelaient moi. Petit, silencieux, rempli de rêves et de peurs. Je leur disais, n'abandonnez pas. Un jour, votre douleur deviendra votre force. Un soir, alors que je fermais la clinique, un garçon a couru vers moi avec un petit mot froissé. Il disait « Merci, docteur, d'avoir sauvé ma sœur. Je veux devenir comme vous un jour. » J'ai plié ce mot et je l'ai gardé dans la poche de mon manteau, juste à côté de la photo de ma mère et de mon premier badge d'hôpital. À cet instant, j'ai su, j'étais devenu plus qu'un médecin. J'étais devenu l'espoir de quelqu'un. L'hôpital où je travaillais grandissait. De nouveaux membres arrivaient. De nouveaux bâtiments se construisaient. Je suis devenu médecin senior à la tête d'une équipe attentionnée et bienveillante. Nous travaillions de longues heures chaque semaine, soignant des personnes avec de la douleur dans le cœur et dans le corps. Elles venaient de loin,
dans l'espoir que nous puissions les aider à aller mieux. Beaucoup n'avaient presque rien. Pas de chaussures, pas de nourriture, pas de famille. Je m'asseyais auprès de chacun. J'écoutais leurs histoires, je leur donnais du temps. Je traitais chaque patient comme un roi, avec respect, avec soin, avec un sourire. Un hiver, l'électricité a été coupée pendant des heures. L'hôpital est devenu froid et silencieux. Les machines se sont arrêtées. Mais nous n'avons pas paniqué. Nous sommes restés calmes et avons continué à travailler. Nous avons utilisé des lampes torches, nettoyé les plaies à la main. Cette nuit-là, une femme a accouché, en silence. Les infirmières tenaient des lampes au-dessus de sa tête. Après, elle a donné à son bébé mon prénom. Elle a dit que je lui avais sauvé la vie. Elle a dit que je lui donnais l'impression d'être de la famille. Quand elle est partie, j'ai pleuré dans le couloir vide. Je me suis souvenu de ce temps où j'étais seule dans la douleur, sans personne pour me tenir la main. Maintenant, c'était moi qui réconfortais, moi qui restais. J'ai commencé à voyager dans d'autres villes, à donner des conférences et à former de jeunes médecins. Ils écoutaient attentivement. Ils savaient que je parlais avec sincérité, pas avec orgueil. Un garçon s'est levé et a dit « Je veux être comme vous, je veux aider les pauvres ». Ces mots m'ont fait sourire. Je me suis souvenu de moi dans le grenier, murmurant ces mêmes mots dans la nuit. J'ai rencontré des médecins venus de partout. Certains avaient de la renommée, des titres, mais tous n'avaient pas du cœur. Ils parlaient d'argent, de pouvoir, de reconnaissance. Moi, je parlais des petites choses, de rester tard, d'écouter vraiment, de tenir une main quand quelqu'un a peur. Certains riaient, mais d'autres ont suivi et ont commencé à faire pareil. Un matin, on m'a appelé dans le bureau du directeur. Il y avait des fleurs sur son bureau. Il m'a dit que j'avais été choisie pour un prix spécial. Un prix donné pour la gentillesse silencieuse et l'impact réel. Des patients avaient écrit des lettres longues, sincères, pleines de gratitude et de larmes. Je ne savais pas quoi dire. J'ai simplement posé mes 2 mains sur mon cœur et je les remerciai doucement. Mais ce prix n'a rien changé à mon travail. Je continuais à me lever tôt, je restais tard, je nettoyais mes propres instruments, je pliais les draps, je vérifiais chaque dossier moi-même. Je ne voulais pas être la meilleure en apparence. Je voulais vraiment aider. Je voulais voir la douleur avant qu'elle ne soit exprimée, rester quand les autres partaient.
J'ai économisé peu à peu, pas pour l'or ni pour une voiture, mais pour quelque chose qui compte. J'ai acheté un petit bâtiment en ville et je l'ai transformé en clinique gratuite pour les enfants. On leur donnait à manger, à boire, des soins et des chambres calmes aux couleurs douces. Des bénévoles m'ont rejointe. Ensemble, nous avons créé un lieu rempli d'amour. Les médias ont découvert notre travail. Ils ont écrit des articles. Ils ont montré des photos d'enfants souriants. Une photo de moi tenant un petit enfant est devenue virale. Des gens d'autres pays ont envoyé des lettres. Ils disaient merci d'avoir rendu le monde meilleur. Mais même avec les éloges, je rentrais chez moi tranquillement chaque soir. Je gardais toujours une photo de ma mère et du grenier où tout avait commencé. J'entendais encore les rires de mes cousins quand je n'avais rien à me mettre. Mais aujourd'hui, j'utilise cette douleur comme un feu. Pour m'élever, pour donner, pour relever ceux qui se sentent petits et oubliés. Parce qu'au fond, je ne suis pas seulement devenu médecin. Je suis devenu lumière. J'ai rencontré quelqu'un à l'hôpital. Il s'appelait Lucas. C'était un médecin, calme, réfléchi et profondément gentil. Il travaillait de nuit, toujours en mouvement, mais avec une force immense dans la façon dont il traitait les gens. Il ne parlait pas beaucoup de lui, mais quand il le faisait, ses mots étaient honnêtes et pleins de cœur. Un soir, nous avons partagé un café après une longue garde. Nous avons parlé de notre passé. Son histoire portait aussi de la douleur comme la mienne. Mais il souriait à travers tout ça. Il ne se souciait pas des titres ou des louanges. Il se souciait des gens, tout comme moi. Les semaines ont passé, puis les mois. Sa présence est devenue la meilleure partie de mes journées. Nous rions pour de petites choses. Nous lisions des livres et partagions de la musique. Nous cuisinions des repas simples et trouvions de la joie dans les moments ordinaires. Un dimanche, il est venu visiter ma petite clinique et a passé des heures à jouer avec les enfants. Ce soir-là, quelque chose a changé en moi. Je ne le voyais plus seulement comme un collègue, mais comme quelqu'un qui comprenait la vie comme moi, avec douceur, avec profondeur. Puis, un soir de printemps, il m'a demandé de marcher avec lui jusqu'au jardin derrière la clinique. Les enfants y avaient déplanté des fleurs. Alors que je les admirais, Lucas s'est agenouillé et a tendu une petite bague. Pas de discours, juste des yeux silencieux et un sourire tremblant. « Veux-tu m'épouser » a-t-il demandé. J'ai dit oui, les larmes coulant sur mes joues.
et je l'ai serré fort contre moi, les deux mains posées sur mon cœur. Nous nous sommes mariés au printemps. Pas d'or, pas de grandes fêtes. Juste quelques amis proches, quelques infirmières et la lumière du soleil. Des sourires et une musique douce, c'était suffisant. Ce jour-là, je n'ai pas eu l'impression de commencer une nouvelle vie. J'ai eu l'impression de rentrer enfin à la maison. Les années ont passé. Lucas continuait à travailler, moi aussi. Nous vivions simplement avec gratitude. Nous avons adopté 2 petites filles orphelines de la ville. Des âmes douces, avec de grands yeux et des esprits curieux. Je voyais mon reflet d'enfant en elles. Je leur ai promis d'être la mère que je n'ai jamais eue. Nous leur avons donné des histoires, des livres, de bons repas chauds et une routine douce. Elles nous ont donné en retour un amour qui remplissait nos cœurs. Aujourd'hui, quand je traverse la clinique, je vois de la joie. Des couleurs, des rires, des enfants qui dessinent à la craie dehors, des patients qui lisent en attendant. Je vois des médecins qui ne sont pas seulement intelligents, mais bons. Je vois mon ancienne histoire reflétée dans l'espoir des autres. Et je souris, car la douleur m'a façonnée, mais ne m'a pas détruite. Elle m'a aidée à grandir. Le soir, Lucas me tient la main et nous parlons de notre journée. Il me dit souvent qu'il est fier de moi. Mais je réponds toujours, je suis fier de nous, de ce que nous avons construit. Des nuits froides à une maison chaleureuse, du silence au rire, de la peur à la paix. Je ne suis pas seulement devenue médecin. Je suis devenue une femme façonnée par l'amour et la force tranquille. Un matin, le soleil s'est levé doucement sur les collines. Je me suis tenue près de la fenêtre avec une tasse de thé. Lucas était assis non loin, en train de lire. Nos filles jouaient sur le sol, riant de quelque chose que je n'entendais pas. La maison était remplie de lumière et de paix. Quelque chose que je n'avais jamais connu enfant. J'ai regardé autour de moi et j'ai pensé, nous avons parcouru un si long chemin. Chaque jour, je porte encore le même vieux manteau et je marche jusqu'à la clinique. Mais maintenant, les rues me semblent chaudes. Les gens me font signe. Les enfants crient mon nom. Des mères apportent des fruits ou des fleurs enveloppées dans du papier. Certains viennent juste dire bonjour ou partager une bonne nouvelle. Un jeune garçon m'a apporté ses résultats d'examen. Il m'a serré dans ses bras et a chuchoté « Vous m'avez appris à croire en moi ». J'ai accroché sa feuille à côté d'une photo de ma mère.
Le soir, je raconte ces histoires à Lucas. Nous rions des drôles. Nous pleurons des tristes. Il écoute, toujours avec attention, ses mains entourant les miennes, les yeux pleins de compréhension. Un jour, il a dit « Soigner, ce n'est pas seulement donner des médicaments, c'est être là, c'est écouter, c'est continuer à s'en soucier, même quand c'est difficile. » Et je le crois. Parfois, je me rappelle les anciens jours, quand j'avais faim, quand mes cousins riaient de mes rêves, quand je pleurais seule dans le grenier. Aujourd'hui, ces mêmes cousins m'envoient des messages gentils. Ils disent qu'ils sont fiers, qu'ils ont toujours cru en moi. Mais je me souviens de leur regard détourné quand ça comptait. Je leur ai pardonné, pas pour eux, mais pour me libérer moi-même. Porter la douleur est lourd. Le pardon m'a permis de respirer à nouveau. Je ne voulais pas de vengeance. Je n'avais pas besoin d'applaudissements. Je voulais seulement construire quelque chose de bon, quelque chose de durable, quelque chose dont ma mère aurait été fière. J'ai commencé à former de jeunes médecins. Beaucoup doutaient d'eux-mêmes, comme moi autrefois. Je leur disais de parler avec douceur, d'écouter attentivement, de traiter chaque patient comme s'il comptait, parce qu'il compte. Je leur rappelais que la gentillesse compte. Même quand on est fatigué, même quand on est en retard. Un sourire à la fin d'une visite, c'est ça le vrai succès. Nous avons ouvert une petite école tout près pour les enfants qui ne pouvaient pas s'en payer une. Lucas a aidé pour les livres et l'espace. Nos filles lisaient des histoires aux plus petits. Chaque vendredi, c'était l'heure du conte. Je racontais mon histoire. Les enfants écoutaient, les yeux grands ouverts. Ils me demandaient comment j'étais devenue médecin malgré tout. Je leur disais, la douleur n'est pas une fin. C'est le début de quelque chose de plus fort. Même si personne ne croit en toi, crois en toi. La gentillesse est une forme de pouvoir. Le travail dur compte. Et personne ne peut te voler ton avenir si tu gardes ta lumière allumée. Certaines nuits, je rêve encore de ma mère. J'entends sa voix douce et chaude. Je sens sa main sur ma joue. Je me réveille en larmes, mais aussi en paix. Je regarde le ciel silencieux et je murmure « J'y suis arrivée, maman. » Et dans le silence, j'espère qu'elle m'entend. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.